La mode a été à la connexion. La mode est désormais à la déconnexion. Nous sommes comme moi, j'ai deux téléphones. Je mets en mode avion. Les deux téléphones. Et je les mets dans mon sac. Comme ça, pendant une heure, entièrement avec exclusivement. Donc, on respecte les choses. Alors, si vous vous ennuyez, c'est pas grave. L'ennui fait partie de l'apprentissage. Qui ne s'est pas ennuyé en cours? Moi, toute ma scolarité. Donc l'ennui fait travailler l'imagination. Donc avec moi, ennuyez-vous beaucoup. Donc sur ce point, je serai un peu ferme, parce qu'on vit une époque qui n'est pas propice, et on l'a vu avec les mesures sanitaires, qui n'est pas propice à la réflexion. Donc avant de démarrer le cours d'aujourd'hui, je vais revenir sur certains points d'échange, enfin, des modalités d'échange que l'on va établir ensemble et que j'établis avec l'ensemble de mes étudiants. Nous nous voyons le mercredi et deux fois, en TD et puis en PM, l'après-midi. Et les temps d'échange sont dans ce créneau-là. Pour tout ce qui est de questions de scolarité, d'emploi du temps, de chevauchement, ça ne me regarde pas. Mais vraiment pas du tout, c'est pas mon métier. Moi, je ne suis pas un administratif, je suis un enseignant-chercheur qui va vous proposer aujourd'hui une narration, à partir d'aujourd'hui, sur l'histoire d'Espagne. Mais mon métier n'est pas de savoir qui est dans tel ou tel livre. Donc pour cela, je vous demande, comme j'avais indiqué, je crois, dans un message, de vous rapprocher de l'administration. Par ailleurs, j'ai trop d'étudiants et trop d'activités sur ma messagerie mail pour recevoir des mails de votre part. Si vous avez une urgence pédagogique, je peux y remédier. Mais les urgences pédagogiques sont rares. Donc si vous avez une interrogation, eh bien c'est dans le cadre des TD qu'elle doit être formulée, qui n'est pas forcément sur la messagerie. Donc je réponds à l'ensemble des messages, mais je ne peux pas répondre à tous mes étudiants, j'ai trop d'étudiants. Malheureusement, on n'est pas à Sciences Po Paris, ils ont moins d'étudiants, ils ont plus d'argent de l'État, et ils ont tout le temps pour répondre à leurs études. Mais moi, avec 1000 étudiants par année, je ne peux pas imaginer, les 1000 étudiants décident de m'écrire un message pendant qu'ils m'ont. Donc, les modalités d'échange, c'est exclusivement dans le cours, et moi, pour échanger avec vous, je vous ai automatiquement inscrit à un cours, je ne sais pas si vous avez accès, normalement automatiquement. Donc, c'est sur la plateforme Amétis. Alors, normalement, vous y avez accès puisque certains se sont déjà connectés. Moi, pour l'ensemble de mes cours, je fonctionne à travers cette plateforme. Lorsque j'ai un message à vous adresser, je ne le fais pas individuellement, mais je le fais toujours collectivement, à travers un forum. Par ailleurs, l'ensemble des éléments du cours seront sur cette plateforme. Donc, je fonctionne exclusivement à travers cette plateforme. C'est bon? Vous y avez accès? Oui. Oui? Bon, normalement, c'est automatique, hein, c'est Bali, j'ai fait la manipulation. Alors, ensemble, qu'est-ce que l'on va voir? Donc, on va voir deux choses. La première, vous avez vu, je crois, déjà un premier aperçu au premier semestre, quand vous avez vu la civilisation de l'histoire latino-américaine, c'est ça. Et avec moi, vous allez voir la partie espagnole. Alors, sur la partie espagnole, on a séquencé je m'occupe généralement cette année, l'année
dernière aussi, peut-être l'année prochaine, des premières et des deuxièmes années. Donc on séquence chronologiquement l'histoire contemporaine de l'Espagne. Donc on va essayer de vous expliquer, enfin, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'histoire de l'Espagne au cours du XXe, et principalement à partir de l'irruption en Espagne du fascisme. Fascisme qui est d'actualité en ce moment, donc ce n'est pas inintéressant pour vous, comme citoyens, futurs votants, de percevoir les enjeux du fascisme dans un État tel que l'Espagne. Donc, le cours va porter sur l'irruption du fascisme, ou plutôt son développement au cours du XXe siècle, et on va donc démarrer le cours à la fin des années 20, pour arriver progressivement à comprendre pourquoi cette Espagne contemporaine est devenue une dictature fasciste, entre 1936 et 1975. On va essayer de comprendre pourquoi cette dictature fasciste a duré aussi longtemps, alors que même on construisait l'Europe. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre comment et de quelle façon, c'est ça qui nous intéresse, eh bien, cette dictature fasciste s'est muée en une démocratie libérale. Et donc la chronologie du cours portera de 1929-30 jusqu'à 1980. L'année prochaine, en deuxième année, pour celles de ceux qui vont continuer, eh bien, on abordera le deuxième volet qui est l'implantation de l'État-providence en 1982 avec le Parti socialiste jusqu'à la crise des subprimes de 2010. En troisième année, je ne sais pas ce que fait mon collègue, il a la liberté de chair, donc ça lui appartient. En tout cas, moi, je souhaitais que mes étudiants, qui sont en SCE, en histoire ou en LEA, comprennent ce qui fait l'histoire de l'Espagne, qui n'est pas une spécificité. Alors, vous comprendrez pourquoi j'en précise. Lorsque je vais faire commencer mon CM tout à l'heure, je vais revenir sur un point important. L'histoire que j'essaye de vous raconter, c'est une histoire. C'est une narration. Un autre chercheur pourrait avoir un autre discours. Donc moi, à l'université, quand vous êtes en collège, au collège, au lycée, les enseignants du secondaire suivent un programme. Or, à l'université, c'est pas ça. À l'université, non, excusez-moi, oh là non. Quand vous rentrez à une heure. Parce que quand on arrive en retard, je ne suis pas obligé de vous accepter là. Oui, mais j'allais m'excuser du retard. Hein. Ce n'est pas parce que vous excusez du retard que je peux vous accepter. Pour reprendre, c'est parce que là, vous voyez, vous interrompez mon cours. Le fil de mon discours. Donc, pour reprendre cette narration, je vais insister longuement sur le fait que l'Espagne n'est pas une spécificité. Autrement dit, il ne s'agit pas dans ce cours de regarder l'histoire de l'Espagne pour l'histoire de l'Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va essayer, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer, que l'histoire de l'Espagne s'intègre dans une histoire du monde. Autrement dit, on n'est pas là pour faire de l'histoire locale. L'histoire locale, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment l'histoire de l'Espagne, à cette période, évolue en lien avec les mouvements mondiaux ou européens. Donc le CM sera exclusivement consacré à des données, et le cours, pour le CM, j'y reviendrai cet après-midi, et en TV, on va essayer, et c'est ce que là peut-être vous avez plus de difficultés, à vous expliquer à
la technique du commentaire proposé, du commentaire de texte, du commentaire de texte historique. Et c'est cela qu'on va voir en télé. Donc, pendant le CM, je vais vous donner quelques repères, des connaissances, et pendant le TD, on va, à partir d'aujourd'hui, commencer à revoir la méthodologie du commentaire et expliquer quelles sont les attentes. Il est important de bien comprendre quelles sont nos attentes, quelles sont mes attentes. Parce qu'après, sinon, se crée un malentendu. Malentendu qui se perçoit aux examens. Alors moi, je le dis à chaque fois, et mes collègues le pensent aussi, moi, je n'ai pas de quota. Et j'ai une liberté de chair. C'est-à-dire que s'il y a 90% des étudiants qui ont compris l'exercice, 80% des étudiants à la moyenne. Si 80% des étudiants n'ont pas compris l'exercice, 80% des étudiants travaillent. Et ça s'est encore vérifié. Sur 136 copies décorrigées pour les deuxièmes années, il y en a 25 qui ont travaillé. En rehaussant 2 points à l'ensemble des notes. Donc, je vous invite à bien comprendre ce que l'on attend de vous. Ça, c'est fondamental. Alors, je vous ai mis sur la plateforme différents documents. Tout d'abord, on va y revenir, une méthodologie du commentaire historique. Et également, pour que vous travailliez le cours que je vais vous donner, une méthodologie d'élaboration de fiches de connaissances. On va y revenir. Des ressources en ligne. On va y revenir. Et puis je vous ai mis, comme il s'agit du fascisme, ça c'est un cadeau, je vous ai mis un texte que vous pourrez lire peut-être en cours d'année ou à la fin du semestre. C'est un petit fascicule que j'ai photocopié, j'ai scanné d'un autre grand penseur du XXe siècle, Umberto Eco, sur l'identification du fascisme. C'est une conférence qu'il a donnée à l'Université de Columbia, je crois, à la fin de sa vie. Et c'est toujours intéressant. Et on y reviendra. Dans ces séances-ci, ce que je fais, on va revenir sur les aspects méthodologiques, mais pour l'ensemble du semestre, ce que je fais généralement, c'est que je vous donne un texte, et ce texte, il est sur la plateforme. À vous de l'imprimer. Je vous demande de l'imprimer. Ne travaillez pas un texte virtuellement. Donc, ce que je vous demande, c'est de venir aux séances avec votre commentaire préparé, et ça, j'y reviendrai. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Et de venir également avec le document imprimé. Un document, ça se travaille, ça se rature. On s'y impose. Ça ne peut se faire. Vous avez des questions? Alors, avant de passer à la technique du commentaire de texte, sur le cours en lui-même. Donc moi, je vais vous donner les éléments du cours pendant le CM. Souvent et régulièrement, j'actualiserai ce cours avec des PowerPoint. Autrement dit, je vais séquencer mon cours avec un plan, une structuration, on n'est pas un computer, une structuration, une introduction et 3 parties. Une première partie qui traitera, on le verra, de la Seconde République espagnole, une deuxième partie qui traitera de la dictature, une troisième partie qui traitera de la transition. 1931-1939, Seconde République, avec la guerre civile entre 1936 et 1939 en Espagne, qui va servir de laboratoire au conflit mondial, à la Seconde Guerre mondiale, puis 39-75, la dictature fasciste, et 75-82, la transition démocratique. Pour ça, vous allez avoir un PowerPoint. Donc ce PowerPoint, je ne sais pas si c'est pour rendre service, avant je ne le mettais pas en ligne, maintenant je le mets en ligne. Il s'agit pour vous de l'apprendre. Autrement dit,
vous le verrez quand on va commencer à travailler les commentaires, on ne peut pas faire un commentaire de texte sans connaître le cours. Alors, ce que je dis souvent, c'est que le commentaire, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre un texte quel qu'il soit et le passer dans le filtre du cours. C'est de voir la relation d'objectivité du texte par rapport aux connaissances. Pour cela, avant de passer à la technique du commentaire, il va vous falloir donc lire le cours, l'apprendre, le connaître. Je vous donnerai quelques indications bibliographiques, mais je ne peux pas vous surcharger de lecture. Donc je vous donnerai probablement un seul ouvrage, qui est à la bibliothèque, que j'indiquerai, et puis que vous pourrez compléter, que vous allez pouvoir compléter avec un site qui est fait, on n'est pas dans Wikipédia, c'est un site fait par des historiens de métier. C'est M. Zemmour qui a fait ça. Donc c'est des gens qui sont allés à l'université, qui ont passé des concours, qui ont emmagasiné des connaissances, qui ont été évalués, et qui, à un moment donné, ont décidé pour mieux diffuser le savoir dans la société, de créer, notamment pour les étudiants, de créer un site pour les étudiants espagnols, généralement des étudiants de première, terminale. Ils ont créé ce site d'histoire contemporaine. Donc, s'il y a quelque chose à aller consulter sur Internet par rapport à ce cours, c'est uniquement ce site. N'allez pas chercher quoi que ce soit sur Wikipédia, qui n'est pas fait par des historiens, certains, mais pas beaucoup, ou sur quelconque plateforme remplie de stupidité et d'anonymes. Donc, pour vos connaissances, vous avez le cours et le cas échéant, vous complétez par cette ressource en ligne. Cette ressource en ligne est un complément du cours. Et là, vous avez, par exemple, un cours d'histoire contemporaine de l'Espagne. Alors là, c'est en anglais, mais il y a aussi une version espagnole. Hein, et, par exemple, la Seconde République. Vous avez là toute une série sur lesquels vous pouvez surfer, vous instruire, mais ne perdez pas de temps, je vous en supplie, avec Google, Yahoo, ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Pour acquérir le cours, je vous ai mis une méthodologie pour élaborer une fiche de cours. Le cours, il ne s'apprend pas la veille de l'examen. Le cours, c'est une digestion lente. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Beaucoup de choses vont vous ennuyer. Il y a des choses que vous n'allez pas forcément les comprendre. Donc pour ça, il va falloir travailler régulièrement. Une heure de cours à l'université, c'est normalement 2-3 heures de travail externe. Donc tout repose sur le travail, et rien d'autre. Comment emmagasiner ses connaissances? Ben, c'est très simple. Ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur, ça ne sert à rien d'avoir un téléphone. Il suffit d'avoir un crayon, un stabilo, une fiche d'histoire. Et on fait tous ça. Moi, en tant que chercheur, lorsque j'ai un article à écrire, je n'utilise pas l'ordinateur. Pour emmagasiner des connaissances que je n'ai pas, je vais à la bibliothèque, je consulte des ouvrages, que je résume et que je restitue sur des fiches. Et j'apprends des connaissances, parce que moi, je ne sais rien. Je n'en sais pas plus que vous. La seule chose que l'on m'a appris, c'est apprendre. C'est la méthodologie pour apprendre. Donc j'insiste beaucoup dans cette première heure sur l'aspect méthodologique parce qu'il est essentiel dans votre parcours universitaire. Ceux qui ne comprennent pas cette attente, c'est l'échec assuré. Comment est-ce que l'on emmagasine ces connaissances? Eh bien par l'écriture. Par l'écriture passe par l'élaboration, donc, comme je le disais, d'une fiche de connaissances, et je vous en ai donné un exemple.
Alors, on va, à travers, quand vous aurez le premier PowerPoint, vous pourrez justement restituer ces connaissances sur une fiche de ce type. C'est quoi une fiche de connaissances? Une fiche de connaissances historique, c'est d'abord, il s'agit avant tout de préciser l'espace, mais surtout la bande chronologique dans laquelle nous sommes. Donc, sur ma fiche Bristol, je vais, dans un premier temps, restituer quelques dates importantes, les repères chronologiques les plus marquants. Si je m'intéresse, par exemple, à la guerre civile espagnole, on le verra, c'est 1936-1939, qui s'inscrit dans la République espagnole à partir de 1931. Cette période, c'est la seconde République espagnole. 1931-1930. Avec une date importante, on y reviendra, le 14 juillet, c'est la date de la proclamation de la Seconde République. Et puis, il y a une date importante ici qui est le coup d'État militaire, le 18 juillet 1936. Ça, ce sont les bornes chronologiques. D'accord? Entre 1931 et 1939, il y a plein d'événements. Tout n'est pas important. Si je m'intéresse à l'histoire de France, par exemple, au XXe siècle, qu'est-ce que je vais retenir? Monsieur, si j'ai à restituer, si j'ai expliqué ce qu'est l'histoire de France au XXe siècle, quelles sont les dates que je vais retenir? La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Cinquième République, les 30 Glorieuses, la fin de l'URSS, la chute du mur de Berlin. C'est parfait. Voilà. On a là les grandes dates. C'est bien. Première Guerre mondiale, 1914-18, Seconde Guerre mondiale, 1945, l'après-guerre, les 30 Glorieuses et la fin du communisme avec la chute du mur de Berlin. Ça, c'est des bornes chronologiques. Dans ces bornes chronologiques, il y a toute une série d'événements qui peuvent être intéressants, mais ce n'est pas ça. La borne chronologique, c'est le cadre, c'est le tableau. Donc, quand on élabore une fiche de connaissances, on s'intéresse tout d'abord au tableau, au cadre. Après, on va voir le contenu. Donc, lorsque j'élabore ma fiche Bristol, par rapport à des connaissances, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais positionner déjà sur ma fiche les principales bornes chronologiques de ensuite, je vais expliquer par différentes entrées les aspects politiques, militaires, économiques, judiciaires ou religieux importants. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue politique? Existe-t-il une mort d'un roi, la désignation d'un chef, une révolution, un coup d'État? Ça, c'est un élément politique. 1931, le 14 avril, c'est une proclamation, c'est une élection démocratique. Le 18 juillet 36, c'est un coup d'État militaire. C'est pas pareil. Et ce sont les événements marquants. Dans cette période, il y a un régime démocratiquement élu. Et la Seconde République. Et puis je vais expliquer, je vais mettre dans cette entrée, là, qu'est-ce qui caractérise cette période? Je vais résumer. D'un point de vue économique, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue économique? En 1931, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en 1931? Le krach boursier de 29. Donc on va être dans une crise du libéralisme. Et ça, on y reviendra. Une fois que l'on a établi sur la fiche Bristol les bornes chronologiques, en
en expliquant la caractéristique de la période, on va s'intéresser maintenant à définir cette période en 3 points. La pensée, c'est ce que l'on essaie de vous expliquer à l'université, va s'articuler en 3 temps. On va s'intéresser d'abord toujours à l'aspect politique. Nous sommes dans une structuration, dans une société d'individus gérée par une idéologie, ou contrecarrée par d'autres idéologies. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on va préciser quel est le cadre politique de cette période. Donc, il s'agit, comme vous l'avez indiqué, de préciser en 2-3 lignes l'organisation politique ou les organisations politiques. Par exemple, si je prends cette période, il y a une organisation politique, et puis à partir de 1936 et le coup d'État militaire, il y a une tentative d'une autre organisation politique. Il s'agit ensuite d'associer ou d'y positionner les ruptures majeures de cette période. Il ne s'agit pas de tout dire. Vous imaginez bien qu'entre 1936 et 1939, qui est la guerre civile, il s'est passé des choses. Pas forcément sympathiques. Tous les jours. On ne va pas raconter tout ça. Donc, qu'est-ce que l'on va essayer de faire? Eh bien, de relever dans cette période les événements les plus importants. Comme l'a fait notre camarade pour l'histoire du XXe siècle. Mais on va le focaliser à cette période. Et puis, on va y associer des personnages importants. Alors, oui, il y a des personnages qui sont importants, puisqu'ils sont l'incarnation de certains parcours politiques, de certaines idéologies. Le président de la République espagnole, le chef du gouvernement, les militaires qui s'y opposent. Azaña, c'est pas Franco. Marine Le Pen, c'est pas Macron. D'accord? Donc, on va essayer de préciser qui sont ces individus, qu'est-ce qu'ils ont fait, et quel est leur positionnement politique. Et puis, ensuite, sur cette dimension politique, on va essayer de mettre un lien entre ce qu'ils ont fait, ou la dimension politique qui est la leur, et ce qui se passe ailleurs. Parce que j'insiste, l'histoire espagnole, ce n'est pas de l'histoire locale. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'histoire locale. Moi, je ne suis pas payé pour vous raconter les films d'Almodovar. C'est pas mon métier. Moi, je suis historien, donc je vous explique, je vous expliquer ce qui s'est passé à cette période. Ce qui s'est passé à cette période en lien avec des événements mondiaux. Et ensuite, je vais refaire la même chose sur la partie économique et sociale, qui est mon deuxième point de ma fiche Bristol. Il s'agira simplement de préciser quelle est la nature du régime économique. La Seconde République n'a pas la même nature économique que le fascisme à partir de 1938. Ce n'est pas le même fondement économique. On va essayer d'y expliquer également des ruptures. Important. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui ont réfléchi, des économistes, qui ont donné un avis sur cette période à relever ou pas. Et je vais faire la même chose en troisième temps sur la dimension culturelle, puisque la dimension culturelle est généralement le reflet de l'évolution de la société. Donc, je vais là aussi préciser qui sont les principaux représentants du champ culturel dans certains domaines, pas tous, mais les plus emblématiques. Si j'en reviens par exemple à cette période, la Seconde République, c'est important parce que c'est un âge de culture espagnole, avec des gens peut-être dont vous avez entendu parler, comme Federico García Lorca, le poète, comme Luis Buñuel, le cinéaste, Salvador Dalí, le peintre. C'est l'âge d'or de la civilisation espagnole au XXe siècle. En revanche, à partir de 1939, c'est le marat. Il n'y a rien de relevant d'un point de vue culturel, au moins jusque dans les années 50. Donc là, ça ne sert à rien de relever quelque chose. Et puis comment je termine ma fiche Bristol? Eh bien,
en nous positionnant trois idées essentielles qui résument ces trois points. Politique, socio-économique et culturel. J'essaye de caractériser en conclusion quel est le régime, la période étudiée. Donc je vous laisse ensuite prendre connaissance de ce document. J'insiste, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ce travail, c'est une étape en moins dans votre apprentissage. Et cette méthode-là, elle est valable pour le reste de vos disciplines historiques. Si demain vous avez un cours de civilisation en anglais, par exemple, c'est la même chose. Je pense qu'on pourra présenter la même chose. On va passer ensuite maintenant à l'aspect du commentaire. Alors l'examen est un commentaire. Vous allez disposer de 3 heures, je crois. 2 heures. 2 à 3 heures. Pour établir un commentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un temps très limité. Ça veut dire que vos connaissances doivent être acquises. Et ça veut dire quoi également? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez rompu à la technique du commentaire. Ça ne s'improvise pas. Autrement dit, vous allez devoir apprendre pendant ces séances, pendant ces 12 séances, à élaborer un commentaire. L'élaboration du commentaire se fait collectivement dans son apprentissage. Pourquoi? Eh bien parce que les questions, les erreurs de l'un ou de l'une d'entre vous peuvent intéresser l'un ou l'une d'entre vous. Autrement dit, c'est une thérapie groupe que l'on mène. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis déjà un premier commentaire en ligne, et on va y revenir, et je vais vous demander pour la prochaine fois de commencer à le travailler. Mais avant, je suis désolé, cette séance est un peu rébarbative, mais elle est essentielle pour poser des dialogues. Avant, il faut bien comprendre ce que c'est que le commentaire de texte. Le commentaire de texte, il faut le sortir du contexte universitaire. Pour prendre un exemple, il s'agit de dire quelque chose d'un document autrement qu'on pourrait le faire dans le bar d'en face, dans le bar d'à côté, ou sur le cours Mirabeau, ou à la plaine. C'est-à-dire que vous devez vous mettre dans la position d'expliquer au regard du cours ce que dit l'auteur et d'établir une distance critique. Il ne s'agit pas, moi, de m'expliquer le texte. Il s'agit de le comprendre, de l'expliquer à la lueur, au regard du cours magistral. Moi, dans le commentaire de texte qui va vous être donné pendant l'examen, il ne s'agira pas de m'expliquer le texte. Moi, le texte, je le connais, je l'ai lu, je vous l'ai donné. Ce que je veux, c'est que vous développiez votre esprit critique. Et si vous êtes à l'université, c'est pour ça. C'est ça qu'on vous apprend, les universitaires. La distinction. C'est-à-dire dire les choses qui ne peuvent pas. Dire les choses qui ne sont pas dites forcément à une antenne de radio par des commentateurs, quels qu'ils soient. Vous êtes à l'université, vous apprenez un savoir, et vous réagissez par écrit à un texte au regard de ce savoir. C'est cette distance qu'on vous demande de restituer. Donc, pour cela, il faut non seulement connaître le cours, mais comprendre quelle est l'attente de notre cours. Pour faire un commentaire de texte, vous prendrez connaissance, vous lirez ce document. Il y a 3 éléments essentiels. Tout d'abord, hay que entender el documento. Donc au début, dans les premiers temps, je vais parler en espagnol, un peu français, un peu espagnol, puis progressivement, je vais parler en espagnol. Hay que ser capaz de entender el documento.
il faut, ça c'est le b.a.-ba. Alors nous, dans les documents historiques, on ne vous donne pas des textes compliqués d'un point de vue littéraire. Ça c'est le premier. La deuxième attente de notre part est de savoir restituer des connaissances. Je comprends le document et je mobilise des connaissances. Il s'agit de comprendre quelle est l'intention du texte, sa stratégie, qu'est-ce qu'il veut dire, quel est son objectif. Comme quand vous écoutez à la radio ou vous lisez un texte en pleine campagne présidentielle de l'ensemble des candidats. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? À quelle idéologie appartiennent-ils? Quelle est leur intention? Lorsqu'on écrit quelque chose, on a toujours une intention. Et tout geste dans l'espace public est un geste politique. Enfin, troisième attente, il s'agit de démontrer votre capacité d'analyse. C'est ça qu'on attend. Donc moi, j'attends pas, j'insiste, à ce qu'on m'explique ce que dit l'auteur. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est quelqu'un qui a compris le cours, qui restitue le cours dans le commentaire, en expliquant quelle est l'intention. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça un commentaire. Alors, advertem fiat, parce que nunca hay que perder los papeles. Il ne faut jamais perdre pied, on a toujours quelque chose à dire. Il faut éviter la paraphrase. On restitue le texte, on envoie des fois dans des copies, on le met des bouts, ça ne m'intéresse pas. Je ne le lis même pas. Je le connais, le texte. Et puis, il faut éviter les digressions. Il faut éviter de parler d'autre chose. Si on vous donne un texte sur la guerre civile, il ne s'agit pas de m'expliquer les faits des années 80. Ce n'est pas le but. Donc, c'est les trois. Là, très sagesse. Pour être en capacité de faire un commentaire, eh bien, il faut connaître. Et j'insiste sur ça. Lourdement. Connaître. Si vous avez un élément d'incompréhension, c'est pendant les TD que vous pouvez poser une question. Ça sert à ça, c'est un travail pratique. Pour cela, il va falloir vous établir un programme de révision régulier. J'insiste, on ne prépare pas l'examen la veille pour le lendemain. De même que vous ne préparez pas votre permis de conduire la veille pour le lendemain. C'est ça. Pour ça, d'ailleurs, vous pouvez travailler en groupe. L'élaboration de la fiche Bristol n'est pas forcément une élaboration individuelle. Et d'ailleurs, nous sommes dans un collectif. Moi, en tant que chercheur, j'essaye de travailler en groupe. J'apprends de l'autre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je reste chez moi, à mon bureau. Voilà. Et puis, ça nous permet également de faire des connaissances et dans les temps qui courent, c'est facile. Il ne s'agit pas, pour le commentaire, c'est ce qui est dit dans le document, de faire de la paraphrase. Pas d'explication de texte, ça c'était au lycée, et pas de paraphrase, ça ne m'intéresse. C'est j'ai compris le cours, je vois ce que veut dire l'auteur, et je vais essayer d'établir le parallèle entre ce que dit l'auteur et les connaissances que l'on a données. Moi, je ne vous demande pas votre point de vue, de même que moi, je ne vous donne pas mon point de vue. Lorsque j'ai un étudiant en deuxième année cette année qui s'insurgeait lorsque je prononçais le mot marxisme. Moi, je suis pas, ça ne vous regarde pas. Quand j'explique le marxisme, ça ne veut pas dire que je suis marxiste. Quand j'explique le fascisme, ça ne veut pas dire que je suis fasciste. Quand j'explique le libéralisme, ça ne veut pas dire que je suis libéral. Hein? J'essaye simplement de vous expliquer des phénomènes, et c'est ça qu'on essaye de voir. Mais votre opinion n'a pas à apparaître dans une copie. Moi, dans mon cours, il n'y a pas d'opinion. Il
il y a simplement des faits. On essaie d'expliquer de façon méthodologique. Pendant 10 minutes, là, pour terminer, on va commencer, c'est ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, par rapport au texte qui est sur la plateforme Comunitario de Texto numéro 1. Donc, quand on a un texte, sauf s'il y a des questions, c'est clair? Quand on a un texte sous les yeux, après sa lecture et sa compréhension, lorsqu'il y a des mots que l'on ne comprend pas chez soi, on utilise un dictionnaire. On ne va pas sur Google, ça ne sert à rien. Qui plus est, les définitions, les traductions sur Google sont la plupart du temps erronées. On prend un dictionnaire unilingue, espagnol. Pas bilingue, unilingue, parce que même dans le bilingue, c'est pas toujours pareil. Donc on prend un dictionnaire unilingue et on essaie de comprendre le mot qu'on a sous les yeux. Après une première lecture, se trata de formular preguntas básicas. ¿Dónde? ¿Dónde está escrito el documento? ¿Dónde tiene lugar el acontecimiento? ¿Quién? ¿De quién se trata? ¿A quién va dirigido el texto? ¿Y qué es lo que se dice? Y vous allez, c'est comme un bureau, comme des tiroirs. Pour essayer de comprendre le texte, pour mettre le doigt sur un problème, qui je sais vous pose problème, eh bien, on va ouvrir des tiroirs. Pour commenter un texte, on ne peut pas le faire si on n'a pas fait ce travail préalable. ¿Quién es el autor del documento? ¿Cuál es la naturaleza del documento? ¿Cuál es la fecha del documento? ¿Y cuáles son los acontecimientos? Ça, c'est votre brouillon. Ce travail-là, je dirais même cette méthodologie, ne vous inquiétez pas, je la donne pour aux premières années. Mot pour mot, c'est la même pour les étudiants d'agrégation. Il n'y a pas de différence. La méthodologie est la même en histoire, en civilisation espagnole, en anglaise. Un document, ça s'étudie comme ça. Donc je vais, comme des tiroirs, ouvrir ces 4 tiroirs. Y voy a intentar explicar quién es, primero, el autor del documento. Si tiene alguna relevancia en la historia. Se trata de movilizar, il s'agit de mobiliser des pistes, des indices qui vont nous mettre sur la voie d'un problème. Le problème, c'est ça qu'on veut que vous mettiez en évidence, la problématique dont on vous allons en parler, je pense, ici. Le problème. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la différence entre les connaissances du cours et le texte. C'est ça le problème. Quelle est la différence entre le cadre de construction européenne, par exemple, de 1945 à aujourd'hui, et le discours de l'extrême droite? Par exemple. Il y a une différence. Et c'est ça qu'on cherche à vous mettre, à ce que vous mettez en évidence. On l'a vu récemment avec M. Zemmour. J'insiste beaucoup sur ces points parce que le texte, l'actualité vraiment est brûlante sur notre cours. Les propos d'Éric Zemmour sur les rafles de juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, sous Vichy, étaient erronés. Donc qu'est-ce qu'on fait les historiens? Ils ont fait ça.
ils ont établi, ils ont restitué les propos dans un ensemble de connaissances. Et nous, c'est le même travail. Il s'agit de prendre les propos du texte et de le restituer dans un ensemble de connaissances. Et cet ensemble de connaissances, il n'est pas sur Twitter, il n'est pas sur Instagram, il est dans le texte. Donc, ¿quién es el autor? El autor puede ser un presidente de república, puede ser un militar, pero puede ser también un periodista. Y no es lo mismo. C'est pas la même chose. Si je suis un journaliste, j'obéis à un groupe de presse. La presse, c'est quoi? C'est le formatage de l'opinion publique. Si je suis un président, j'obéis à une idéologie, à un parti, généralement. Et c'est cela qu'on va essayer de faire remonter. Donc, hay que precisar en ese momento todo lo que sabemos del autor en relación con el documento. Y estas informaciones las vamos a utilizar después en nuestro análisis. On le verra. No se trata de decir el autor es Francisco Franco. Ça m'est complètement égal. Je sais moi c'est qui est l'auteur, je vous ai donné le texte. Ce que je ne sais pas en revanche, ou ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous savez vous de l'auteur par rapport à ce texte. C'est ça. Quelle est la nature du document? No es lo mismo un artículo de prensa que un discurso político. No es lo mismo un texto de ley que un artículo de prensa. Ce ne sont pas les mêmes intentions. Un texte de loi, c'est un texte voté qui cadre. Un texte de presse, un article de presse, c'est un article qui essaye qui a une stratégie pour essayer de convaincre, d'expliquer et convaincre. On reviendra, je le ferai la prochaine fois d'ailleurs, le séquençage politique des principaux journaux espagnols, je le fais toujours dans les premières heures pour que vous compreniez, et en comparaison avec la France, généralement je fais une frise pour que vous compreniez un peu les différents journaux, même si maintenant la jeunesse lit peu les journaux, les différents journaux et quelle est l'idéologie qu'il y a derrière. Tercer punto, ¿cuál es la fecha del documento? En effet, si il y a un texte qui a à voir avec la guerre civile espagnole est écrit en 1900, je sais pas, en 2010, c'est pas la même chose que s'il a été écrit pendant les faits en 1936. Pas pareil. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a un espace-temps. Donc on va essayer toujours de se poser la question, qu'est-ce qui se passe au moment d'écriture du texte? Quelle est la date envisagée? Est-ce que cette date a un lien avec des dates marquantes de l'histoire espagnole? Il ne s'agit pas de connaître toutes les dates, mais il s'agit de rapporter la date du document à des dates essentielles, ou à une date essentielle. Si vous avez un texte sur la Révolution, je ne l'aurai pas, mais sur la Révolution française, ou la France de la Révolution française, forcément qu'il y a des dates qui me viennent à l'esprit. Le 14 juillet 1789, c'est une date importante. Au même titre que la révolution bolchevique en 1917 est aussi une rupture. Donc ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est des bornes chronologiques. On va les travailler ensemble. Y termino con esto. Se trata por fin de identificar, de poner en relación la fecha con el marco global. On ne peut pas dissocier un événement dans l'Espagne des années 40 et 50
du contexte international. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, ça, c'est de l'histoire locale. Autant aller lire le bulletin de la paroisse de Saint-Jean-de-Malte. Ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport un événement de cette époque avec le processus de création européenne, par exemple, avec la domination ou la guerre froide, la domination des deux blocs. Ça, c'est intéressant parce que ça donne des clés de lecture, des clés de compréhension. Donc, c'est toujours ce travail que vous allez devoir faire. Donc, pour la prochaine fois, et on va revenir sur cette méthodologie, ne vous inquiétez pas, je vais vous demander donc d'imprimer le texte, de le lire, d'essayer de le comprendre, comme italien ou non, hein, et puis d'essayer d'identifier quel est l'auteur, qual è la naturalezza del documento, qual è la fecha y qué es lo que dice el documento. Je termine là-dessus. Pourquoi je vous demande ce travail? C'est un travail que vous allez devoir faire maintenant constamment avec moi, parce que c'est la synthèse de cela qui va déboucher sur le problème. On y revient. Des questions? C'est beaucoup parlé. La prochaine fois, c'est beaucoup parlé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.